Bon, merci beaucoup pour cette introduction. Donc en fait, moi j'ai quitté la Méditerranée par la Turquie. J'ai trouvé la sortie provisoirement, mais j'y suis ramenée assez fréquemment et aujourd'hui par les Turcs eux-mêmes. Donc on peut jamais quitter la Méditerranée en fait une fois qu'on y est entré. Ce qui me frappait ce matin en écoutant la première table ronde, c'est que je me disais la Méditerranée c'est vraiment un sujet fait pour les historiens. Quand on est politologue ou économiste, ça donne beaucoup de complexes parce qu'on va dire des choses beaucoup moins, pittoresques et peut-être moins optimistes aussi. Alors je voudrais pas avoir l'air particulièrement pessimiste, mais c'est clair que toute la matinée je me disais c'est terrible. Regarde ce que tu vas dire dans ton intervention, tu vas mettre les pieds dans le plat et ça va être difficile sur un certain nombre de sujets. Je dois parler de la question de l'Union pour la Méditerranée, qui est un sujet sur lequel j'ai fait pas mal de commentaires au moment de son lancement et pendant la première année de fonctionnement. Aujourd'hui, c'est un peu un non-sujet pour moi, l'Union pour la Méditerranée, en tant que chercheur, en tant qu'analyste, en tant qu'observateur, parce que l'Union pour la Méditerranée est un peu en sommeil. C'est une institution qui a du mal à se mettre en place. Le partenariat Euromed est en crise aujourd'hui. Donc finalement, c'est pas un sujet sur lequel on a beaucoup d'analyses nouvelles à fournir. Mais au-delà de la question simplement du partenariat Euromed, je crois que pour un politologue, la Méditerranée en ce moment, notamment depuis l'intervention américaine en Irak, notamment depuis la crise autour de la question du modèle démocratique qui a été provoquée par l'intervention américaine en Irak, c'est quand même une région sur laquelle il est assez, je dirais, déprimant de travailler en tant que politologue, puisque finalement on est confronté à des inerties extrêmement fortes, à l'échec de tentatives de discours ou d'action en permanence. Et donc aujourd'hui, on a le sentiment que la région est plus en crise que jamais du point de vue politique et probablement aussi du point de vue sociologique, même si c'est pas ma discipline. Et du point de vue économique, bon ça on va en discuter certainement aujourd'hui, c'est aussi une région qui a quand même des difficultés à sortir d'un modèle finalement d'un modèle rentier de développement extensif, qui a du mal à avoir des niveaux de croissance qui satisferaient ses exigences en termes d'emploi. Et bon, on peut dire dans une certaine mesure que peut-être la Méditerranée a été agressée, puisque c'est un petit peu ce que j'ai entendu dans votre intervention ce matin, par la mondialisation, mais on peut aussi dire que c'est un monde qui est resté complètement à l'écart de la mondialisation du point de vue économique. Et de ce point de vue-là, c'est aussi peut-être un des problèmes précisément de la croissance en Méditerranée. Donc j'y ferai allusion à la fin. J'ai dit que je parlerai pas longtemps, donc là j'ai à peine même pas commencé mon introduction. Je vais essayer d'être courte parce que je trouve que l'intérêt c'est d'avoir quand même une discussion assez interactive sur tous ces sujets. Je pense qu'on a des profils assez complémentaires et qu'on a certainement des débats à avoir, bien sûr avec la salle, mais aussi entre nous. Qu'est-ce qui finalement me retient quand même en Méditerranée en tant que politologue, c'est justement la portée politique de la question méditerranéenne. La Méditerranée, ça reste quand même un lieu de test politique au niveau micro, et ça reste aussi pour les Français un lieu de projection de grandeur passée et future, un lieu fantasmé ou réel, et donc je trouve que c'est un endroit où il est intéressant d'étudier les mutations de la puissance française et les perceptions de soi qu'ont les Français. Dans l'Union pour la Méditerranée, l'angle que moi j'avais choisi pour poursuivre l'affaire dès son éclosion, c'est-à-dire finalement dès la campagne électorale de Nicolas Sarkozy, c'était les mutations de la diplomatie française. C'était l'arrivée d'un discours beaucoup plus idéologique en politique étrangère, une espèce d'ambition de renouveler les lieux, les moyens d'action de la politique étrangère française. Et donc c'était un point d'entrée sur les mutations de la diplomatie française finalement. Ce qui peut sembler paradoxal puisque le sujet est redevenu européen, mais enfin c'est quand même bien comme ça qu'il est sorti, qu'il a été vécu, et qu'à mon sens il est encore vécu par la plupart des acteurs français. On l'a bien vu hier dans l'intervention introductive aussi de Madame Gendreau Massalou. Au cœur de cette ambition française en Méditerranée, il y a l'idée donc de bâtir, de construire, d'ordonner finalement la Méditerranée, d'en faire un espace cohérent, qui soit pas seulement un espace géographique, mais aussi un espace socialement, politiquement et économiquement cohérent. Et j'ai choisi un peu abstraitement, même si on a décidé qu'on serait dans le congrès cet après-midi, d'intituler l'intervention Entre histoire et méthode. Pourquoi ? Pour expliquer que finalement tout projet méditerranéen, il est toujours bâti sur un discours historique, qui à mon sens est en partie mystificatoire. C'est en partie un discours qui se construit à partir de mythes et qui est un discours de mobilisation qui est quand même très rhétorique et très culturaliste et en partie
décalé par rapport à la réalité. Et puis, il faut, sur ce socle historique, imposer une forme de méthode. Et là, finalement, la méthode qui s'est imposée depuis le départ, depuis le partenariat euro-méditerranéen, mais même dans les discours d'Henri Guénaud sur l'Union pour la Méditerranée, c'est la méthode communautaire. C'est quand même la méthode de Jean Monnet, la méthode de fondation de l'Union européenne. C'est le premier référent qu'a eu Henri Guénaud quand il a parlé de l'Union pour la Méditerranée. Et même s'il a ensuite développé son projet avec la politique euro-méditerranéenne comme repoussoir, en expliquant toujours qu'elle ne fonctionnait pas, que c'était un modèle qui avait été inefficace en Méditerranée. En même temps, le premier projet, c'est un projet de faire une communauté économique européenne, mais à l'échelle de la Méditerranée. Donc, quelle sera la juste méthode? Donc, voilà pourquoi je voulais essayer de situer cette problématique entre histoire et méthode. 3 points donc rapides. Mon premier point, c'est pour dire que c'est partir sur ce socle historique et expliquer que finalement toute cette ambition de l'Union pour la Méditerranée, du projet méditerranéen de la France, de Nicolas Sarkozy, de l'équipe méditerranéenne française, c'est un projet qui est bâti sur un socle méditerranéiste, c'est-à-dire sur une culture spécifique de la Méditerranée qui est portée par les intellectuels français et les politiques français depuis le XIXe siècle en particulier. Mon deuxième point, c'est d'essayer d'expliquer quelle était la méthode de Barcelone, donc la méthode du partenariat euro-méditerranéen, qui est une méthode qui avait en fait des ambitions normatives, qui voulait imposer un modèle en Méditerranée, un modèle de fonctionnement communautaire. Et puis mon troisième point, c'est pour expliquer que finalement les difficultés de l'Union pour la Méditerranée, on peut les comprendre comme un symptôme du nouveau désordre international. C'est-à-dire qu'en un sens, l'échec de l'UPM, il est prévisible à partir du moment où on a une vision relativement réaliste des rapports de force aujourd'hui dans le monde et pas simplement en Méditerranée, et de la manière dont l'ordre international de l'après-guerre froide a été mis en cause. Aujourd'hui, on est dans l'après-guerre froide, dans l'après-11 septembre, et on est dans un monde, c'est beaucoup dit, c'est une chose assez courante, dans un monde qui est multipolaire, un monde de revendications, un monde conflictuel. Et finalement, la Méditerranée, elle n'échappe pas à ces forces-là, et c'est ce qui a rendu finalement le contexte d'intervention de l'UPM en Méditerranée aussi peu favorable. Et c'est probablement ce qui explique en grande partie ces difficultés à décoller. Tout d'abord, un petit point donc sur le méditerranéisme, qui est une utopie ancrée dans l'histoire. Le projet d'Union pour la Méditerranée, il se situe finalement dans la continuité d'une narration familière qui est la narration du mythe méditerranéen, qui est un mythe qui est particulièrement cher aux Français. Alors évidemment, j'en parle en plus en tant que non-méditerranéenne. Je ne suis pas née en Méditerranée, j'ai travaillé longtemps sur la Méditerranée, et je l'ai plus ou moins quittée, sachant que la Turquie est quand même un pays riverain. Donc, je ne l'ai jamais complètement quittée, mais néanmoins, j'en parle en tant qu'intruse. J'ai bien entendu ce matin les discours sur les étrangers, les questions sur les intrus, qui m'ont beaucoup intéressée, parce que précisément, moi, quand j'avais réfléchi à ma conclusion, je m'étais dit, mais finalement, l'idée, c'est que il faut que la Méditerranée reste ouverte. Et c'est la première justification de l'intervention allemande dans le projet du PM, c'était il faut surtout pas que la Méditerranée se ferme. Et j'étais très frappée d'entendre ce matin des discours que je trouvais très défensifs, en fait, sur la Méditerranée. Très sur leur garde. On va perdre le modèle, il faut pas qu'on vienne chez nous, il faut pas qu'on mette le nez dans nos affaires. Un petit peu ce que j'ai entendu. Et j'ai été vraiment très, très intéressée, notamment par la question sur, effectivement, les étrangers. Alors, les Français sont méditerranéens. Prenons, je suis française, je suis méditerranéenne. Donc, je suis dans cette boîte gigogne malgré tout. On part d'une définition naturelle de la Méditerranée. Le mot en lui-même, qui est donc un espace situé entre les terres, c'est un mot latin, un vocable latin qui est générique, et qui a commencé à s'appliquer de façon univoque à la mer Méditerranée, qui est celle dont on parle aujourd'hui, simplement au XVIIIe siècle, et qui au XIXe siècle a été, avec la croissance des grands, l'apparition des grands géographes, a été travaillé comme une espèce d'espace total, pas simplement géographique. Finalement, c'est la naissance de la géopolitique. On a au départ cette définition géographique autour de l'écosystème méditerranéen, qui existe bel et bien, ça c'est la mer au sens strict. Et après, on s'interroge sur les limites géographiques au-delà de la mer. Donc vous savez que le grand apport de Braudel, c'est que finalement il a pensé la Méditerranée comme un espace terrestre aussi, au-delà de la mer. Donc il en donne une définition géographique qui est assez extensive. Il n'y a pas vraiment de frontières.
C'est un peu comme aujourd'hui la question sur les frontières de l'Union européenne, d'ailleurs, surtout parce que je travaille sur la Turquie, donc j'entends tous les jours les Turcs m'expliquer que pourquoi y aurait-il des frontières à l'Union européenne, pourquoi y aurait-il des frontières à la Méditerranée. Donc ça, c'est le premier problème de l'Union pour la Méditerranée, c'est comment définir les frontières de l'Union pour la Méditerranée, en partant au départ d'une définition restrictive, qui est celle uniquement des États riverains, et puis progressivement, cette définition, elle va croître jusqu'à, comme vous le savez, englober tous les pays de l'Union européenne. À partir du XIXe siècle, on a donc une définition culturelle de la Méditerranée, déjà que j'appellerais moi déjà culturaliste. La Méditerranée va devenir un concept géopolitique. C'est un espace à unifier. La Méditerranée, c'est un espace d'expansion. Je pense qu'on a dit ce matin que la Méditerranée n'avait jamais été finalement unifiée que sous le joug impérial, c'est-à-dire par différents épisodes. On sait qu'il y a une succession de grands empires en Méditerranée. Bon, moi, à partir de la Turquie, je redécouvre l'Empire ottoman, dont je m'aperçois toujours qu'il est absolument absent des discours de Nicolas Sarkozy et d'Henri Guénaud. J'imagine que c'est peut-être un choix, une petite pique envoyée aux Turcs indirectement, mais Henri Guénaud dit toujours que la Méditerranée n'a pas été unifiée depuis la fin de l'Empire romain, ce qui est quand même une ellipse historique assez osée, assez audacieuse. Donc cette Méditerranée, ça a été assez documenté par des historiens français. Elle a été mise en avant, notamment, surtout essentiellement au moment de la conquête coloniale française, où on a commencé à travailler sur l'idée d'un espace unifié, pas simplement du point de vue donc géographique, mais aussi une nature méditerranéenne qui serait au-delà de l'écosystème marin stricto sensu, et puis d'une sociologie méditerranéenne. Et finalement d'un système politique méditerranéen, qui est une vision d'un monde en soi, une création qui pour moi est assez artificielle, c'est-à-dire que c'est vrai qu'au bout d'un moment, probablement, peut-être que quand on vit pas dedans au quotidien, on est davantage frappé par la diversité que par l'unité. C'est une perception qui est aussi quand même très française, si on cherche en termes de référence, si on cherche à documenter du point de vue bibliographique cette perception de la Méditerranée, elle est très française. Bon, il y a eu notamment toute cette fameuse collection, on parlait à midi du travail de Thierry Fabre, il y a eu toute la collection sur les perceptions de la Méditerranée qui a bien démontré qu'il n'y avait pas de perception méditerranéenne finalement au sud de la Méditerranée. Avant, alors moi j'aurais tendance à dire que là ça s'est beaucoup ancré cette perception depuis qu'on a lancé le partenariat Euromed, parce qu'à force de parler de Méditerranée, ça a quand même été intégré par les administrations au moins des États partenaires, et donc petit à petit ça revient. Mais au départ c'est quand même une perception du Nord, et une perception française, et aussi, je dirais un peu catalane, espagnole. Donc le méditerranéisme, qui est ce terme, cette espèce de néologisme, désigne en fait une sorte de volontarisme épistémologique qui cherche à démontrer qu'il y a une unité culturelle, politique, économique en Méditerranée, un monde méditerranéen unifié. En France, si on veut citer quelques grandes époques de méditerranéisme, on peut parler du saint-simonisme. On verra d'ailleurs que dans les discours, dans la pensée d'Henri Guénaud sur la Méditerranée, il y a beaucoup de références à l'époque saint-simonienne. Il y a finalement une espèce de vision néo-industrialiste en réseau de la Méditerranée qui est très saint-simonienne. Les méditerranistes de l'entre-deux-guerres, bien sûr, le brodélianisme, dont on a très largement parlé ce matin. Et donc aujourd'hui, les méditerranistes, ils sont beaucoup ici, vous en avez certainement entendu ce matin notamment, des défenseurs de la Méditerranée en tant que monde, finalement. Et il y a une question que moi, je me suis posée à un moment sur laquelle j'aimerais bien arriver à progresser, mais qui est difficile à traiter, c'est de savoir si finalement ce méditerranéisme, c'est pas une forme d'orientalisme. Alors l'orientalisme, c'est donc cette espèce de perception de l'autre qui est à la fois fascinant et en même temps attirant, mais qui est une pensée artistique de l'Orient qui est née à la fin du XIXe siècle et qui est contemporaine du colonialisme et qui est une vision finalement un peu impérialiste de ce monde méditerranéen. En fait, je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça, le méditerranéisme, naturellement, puisque ça a une dimension d'utopie positive qui est un mythe communautaire. C'est-à-dire que aujourd'hui, le discours sur la Méditerranée, c'est un discours quand même qui est très égalitariste. Ça, on l'a beaucoup entendu depuis hier. C'est un discours d'équilibrage nord-sud en Méditerranée. Ce n'est pas un projet de différenciation, c'est pas un projet d'affrontement. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il est pour moi tellement important d'intégrer l'Union européenne au projet méditerranéen. La Méditerranée doit rester un centre qui n'a pas vraiment de frontières, ou dont les frontières sont floues par nature.
Ça ne peut pas être un projet excluant, en tout cas. Deuxième point sur les ambitions normatives de Barcelone. Qu'est-ce que l'Union européenne a voulu faire? Qu'est-ce que la CE, au départ, a voulu faire avec le partenariat euro-méditerranéen? J'ai pas mal travaillé sur le partenariat comme politique étrangère de l'Union européenne. Donc moi, ma vision du partenariat, c'est que ça a été une sorte d'alternative à la politique étrangère et de sécurité commune qui était en panne, qui était une manière de tester les outils d'action à disposition de l'Union européenne en leur donnant un vague cadre de référence politique et juridique, et que finalement ce qui était en jeu, c'était un processus de pacification qui repose essentiellement sur l'exportation de normes. Donc ça, c'est quelque chose qui a beaucoup été dit sur l'élargissement de l'Union européenne aussi. Si vous travaillez un peu sur les études européennes, vous savez qu'à un moment, on a beaucoup dit que l'élargissement, ça a été la politique extérieure qui a le mieux réussi de l'Union européenne. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas une politique extérieure, l'élargissement. Ça consistait à faire entrer des pays dans l'Union européenne. Mais si justement on est dans cette espèce d'entre-deux de la politique étrangère, où la définition de l'étranger devient floue, où la frontière est mouvante. Si on fait une petite généalogie des politiques européennes en Méditerranée, on s'aperçoit qu'elles existent depuis les années 70, que c'est au tout départ un héritage de la colonisation française, puisqu'il s'agissait de faire entrer dans le système européen les liens privilégiés que la France avait avec ses anciennes colonies maghrébines. Qu'au départ, ça a été une politique de coopération économique qui n'avait pas de but ou d'ordre politique, qui reposait essentiellement sur l'idée du libre-échange. À l'époque, on avait moins de problèmes avec la libre circulation des personnes, mais c'est pour ça qu'après, on a introduit une contradiction. Dès qu'on commence à sophistiquer les concepts, on se prend les pieds dans le tapis, en fait. En Méditerranée. Souvent, parce qu'on peut arriver assez souvent à démontrer quelque chose de son contraire. C'est quand même assez ça, la réversibilité méditerranéenne. Le Janus, dont on parlait ce matin. Le tournant sur la politique européenne en Méditerranée se situe après la fin de la guerre froide, où on a brusquement une conscience très forte de la géopolitique méditerranéenne qui s'impose, qui est une conscience sécuritaire, puisqu'on a perdu l'ennemi à l'Est, on a le sentiment, on a une perception de menace extrêmement forte en Méditerranée, avec l'idée que les régimes politiques sont instables puisqu'ils ne sont pas légitimes, l'idée que les armes de destruction massive vont se répandre en Méditerranée, l'idée que les écarts très très forts entre la croissance économique et la croissance démographique vont aussi nourrir une immigration qui va être très importante. Et c'est quand même aussi le moment où la question migratoire va entrer dans les discours politiques internes des États comme étant une question problématique et, a posteriori, une question de sécurité. Donc, je pense que dès le départ, en réalité, c'est quelque chose qui se resserre ensuite beaucoup, qui se renforce beaucoup. Le discours devient de plus en plus sécuritaire sur la Méditerranée. Mais au tout départ, le lancement du processus de Barcelone, ça répond aussi à une préoccupation de sécurité. Le fait qu'on ait donné des objectifs politiques à une politique qui jusqu'ici, enfin à des instruments d'action qui jusqu'à présent étaient juste de l'ordre de la coopération au développement et de l'instauration du libre-échange, ça répond à une préoccupation sécuritaire, dès le départ. Ce qui prouve que le rapport est quand même un peu biaisé aussi dès le départ. Bon, l'approche de Barcelone, elle est originale puisqu'elle est à la fois économique, politique et culturelle. On veut favoriser le rapprochement dans les trois domaines à la fois. Et pourquoi est-ce que je dis que c'est une ambition normative? Parce que finalement, le partenariat Euromed, c'est un rêve de stabilisation de la Méditerranée qui repose sur l'idée de la paix démocratique ou de la paix libérale, qui est une sorte de rénovation du projet kantien du XVIIIe siècle, qui consiste à dire que si on partage les mêmes institutions, les mêmes valeurs politiques et qu'on commerce régulièrement, on ne se fera plus la guerre. Que donc on va parvenir à instaurer un système de sécurité collective sans s'entendre sur les questions militaires, finalement. Uniquement par la coopération économique et politique. Et finalement, le partenariat Euromed, on peut considérer que ça va être la première politique extérieure de l'Union européenne qui incarne ce qu'on appelle le soft power européen. Alors, soft power, je me souviens d'avoir entendu la traduction de cette expression par un diplomate suédois à Paris qui était le pouvoir mou. J'avais beaucoup aimé cette petite traduction. Alors, il y a la traduction plus jolie, c'est la puissance douce, mais je pense que le va-et-vient entre ces deux pôles montre bien que c'est pas forcément toujours perçu comme très efficace. C'est la puissance passive, finalement, le pouvoir mou. Sur le bilan du partenariat euro-méditerranéen, alors c'est un bilan qui n'est pas extrêmement convaincant volet par volet. On peut quand même considérer que, si notamment on se penche sur le discours européen, sur le discours de l'Union européenne et sur le discours en particulier de la Commission européenne, bien sûr, qui est un acteur essentiel du partenariat, sur ce partenariat, l'idée est que le volet qui a le plus avancé, c'est le volet économique. Or, le volet économique, c'est un volet qui a fait
avancer finalement, en apparence en tout cas, la norme néolibérale en Méditerranée. Alors je dis en apparence parce qu'en réalité, les régimes méditerranéens ont une très grande capacité à résister à cette norme et à inventer des bricolages pour que finalement ce ne soit pas du tout aussi libéral que ça. Mais néanmoins, l'idée c'est qu'on a imposé un libre-échange réciproque, sans beaucoup de contrepartie, qui est un système de fonctionnement économique auquel les économies sud-méditerranéennes étaient très mal préparées. Donc, si on fait le bilan chiffré de l'application du partenariat Euromed, on s'aperçoit que l'asymétrie est toujours aussi grande, elle s'est plutôt accrue, que l'Union européenne continue d'être systématiquement le pôle de croissance, d'investissement en Méditerranée, et que finalement les économies du Sud se sont très mal adaptées à ce nouveau système, à l'exception, dit-on, de l'économie tunisienne, qui est la plus petite finalement, et peut-être qui était la mieux préparée à cette grande difficulté de s'adapter au libre-échange. Sur le fond, le projet politique et le projet de sécurité de Barcelone ont plutôt échoué, si on considère que le projet était d'arriver à une communauté de valeurs. Et cet échec, c'est pas forcément un échec qui était porté dans la méthode en soi, qui est une méthode pas du tout coercitive. Ça, c'est la spécificité de l'Union européenne. On le voit ensuite quand les Américains se sont mis en tête d'intervenir pour faire du regime change en Méditerranée. Les Européens ont toujours eu, par exemple, dans leur application des conditionnalités politiques, des méthodes très soft, voilà, très soft power. Mais finalement, ce qui a beaucoup contribué à la difficulté de fonctionnement du partenariat euro-méditerranéen, c'est deux évolutions. D'une part, l'élargissement de l'Union européenne, qui est devenue encore plus incapable qu'avant de produire du consensus en son sein. Donc on va se retrouver avec une norme européenne qui est finalement une norme qui est perçue, on le voit même en interne, on le voit très bien aujourd'hui en France, c'est une norme qui est perçue à la fois comme très invasive et comme très floue et comme contestée, comme non légitime. Et si au sein même de l'Union européenne elle est perçue comme ça, on peut imaginer ce que c'est à l'extérieur de l'Union européenne, pour des pays qui ne sont pas partie prenante à la constitution de cette norme. Avec la crise financière, récemment l'Europe a en plus montré sa fragilité, on s'est rendu compte que on avait au sein de l'Union des États qui trichaient avec leur budget, des États qui étaient au bord de la faillite. Il y a eu un épisode assez rigolo pour moi qui travaille sur la Turquie, où les Turcs se sont proposés d'aller devenir à la rescousse des Grecs en disant que finalement, puisque l'Europe était absolument incapable de rien faire pour eux, c'était eux qui allaient sauver la Grèce. Alors ça, c'est un vrai symptôme de rapprochement gréco-turc. Il m'arrive parfois de travailler avec des militaires qui me disent « Mais comment pouvez-vous dire que le problème est résolu entre la Grèce et la Turquie ?» Ok, oui, le plateau continental, mais pour le reste, les Turcs proposent de coloniser la Grèce aujourd'hui et la Grèce se demande s'il est bien en état de résister à cette main tendue de la Turquie. Donc la première difficulté, c'est l'élargissement de l'Union européenne. Et la deuxième difficulté, c'est le traumatisme du 11 septembre, qui a entraîné quand même une crise de confiance majeure entre les partenaires et une divergence progressive des objectifs. On a d'un côté des partenaires au sud qui demandent en fait le développement, qui demandent un transfert de richesse, et puis au nord, on a des partenaires qui sont de plus en plus obsédés par la sécurité. C'est comme si la grande peur stratégique qui, au début des années 90, avait présidé à la préparation de la nouvelle politique euro-méditerranéenne, s'était matérialisée en Méditerranée. C'est comme si, ça y est, hop, la prophétie, c'est l'idée du fait que Huntington a une pensée qui s'auto-réalise. C'est qu'à force d'en parler, ça finit par se produire. C'est-à-dire qu'à force de ne pas avoir confiance dans son voisin, effectivement, on finit par s'entendre mal. Donc cette double évolution, elle a certainement fait échouer le beau projet de sécurité normative européen en Méditerranée. Et aujourd'hui, avec l'Union pour la Méditerranée, qu'on peut considérer finalement comme une espèce une nouvelle forme simplement dans le développement de l'ensemble des politiques européennes. C'est pas vraiment une révolution par rapport au passé. Finalement, c'est quelque chose qui va fonctionner sur la base du partenariat euro-méditerranéen. Le partenariat Euromed, il a été réformé, relancé. On peut considérer que finalement, l'Union pour la Méditerranée, elle se contente d'acter la déstructuration croissante du système international et l'absence de projets communs en Méditerranée. C'est là que je deviens encore plus pessimiste. Donc, les différents points, qu'est-ce que je noterais comme symptôme de ce désordre international en Méditerranée ?
D'abord, le retour des nationalismes. Alors, dans le système de Barcelone, dans le système institutionnel de Barcelone, on dit beaucoup que la Commission européenne est le moteur du partenariat. La décision, elle appartenait quand même aux États. Et en réalité, moi qui ai beaucoup travaillé sur ce sujet, et qui me suis notamment cassé la tête à faire des chapitres de thèse sur les fonctionnements institutionnels du partenariat Euromed, ce qui n'est pas ce qu'il y a de plus drôle à étudier, on constate qu'en réalité, la décision, elle revient quand même aux États, invariablement. C'est quand même le Conseil qui décide, et c'est quand même les États qui ont la haute main. Et évidemment, la France a toujours été, parmi ces États, un acteur très important pour l'impulsion du partenariat Euromed, pour sa réforme, etc. Donc les États guidaient déjà Barcelone. Mais aujourd'hui, les États sont dans une espèce de retour, enfin de repli sur soi souverainiste au sein de l'Union européenne. Et puis, il y a un retour des rhétoriques nationalistes qui est assez fort. Et ça, moi, c'est une des choses qui m'a le plus frappée quand j'ai vu s'exprimer les premiers discours de la nouvelle équipe française, donc en 2007 jusqu'au 2008, jusqu'au lancement du sommet pour l'Union pour la Méditerranée. C'est que si on lit notamment les discours présidentiels portant sur l'Union pour la Méditerranée, ce sont des discours qui sont extrêmement, où il y a une fibre nationale extrêmement forte, où il y a beaucoup de référents à la colonisation française. Donc il y a une manière de revisiter l'histoire qui est quand même sur une sorte de fibre un peu de politique impériale française, d'ambition impériale française à l'échelle de la région. La France veut reprendre la main sur le processus. C'était ça quand même l'idée de l'Union pour la Méditerranée au départ. C'était on va lancer quelque chose qui se produira, qui se fera en dehors de l'Union européenne, on va s'occuper des États méditerranéens. Et puis une fois que finalement on a les Allemands dans les pattes qui nous disent non, il faut travailler avec ce qu'on a, on va essayer de s'approprier le projet européen en expliquant qu'on doit être leader et que c'est en France que l'essentiel va se passer. Quand je parle d'impérialisme, je suis consciente que c'est un mot extrêmement fort, mais je crois que ça va aussi avec un style de gouvernement et qu'en l'occurrence, moi ce qui me frappe, c'est qu'on a beaucoup parlé de la société civile aussi depuis hier. On a ce discours sur la société civile, il existe depuis les débuts du partenariat Euromed. On a toujours une grande difficulté à travailler avec la société civile en Méditerranée, puisque au nord, c'est une société civile qui est plus libre qu'au sud, et qu'au sud, la société civile, elle est souvent très contrôlée par les États, quand elle n'est pas elle-même construite par les États, corporatisée par les États, et quand elle est libre, elle est surtout libre d'être corrigée par les États en permanence. Et donc, dans tous les programmes impliquant la société civile qu'on a fait, on a toujours des difficultés avec des États qui, finalement, contrôlent les acteurs de la société civile et leur donnent l'autorisation, systématiquement, pour agir ou non. Et donc, c'est une vraie difficulté pour travailler librement avec la société civile en Méditerranée. Ça n'a pas changé. Ce qui, à mon sens, a changé aujourd'hui, qui était assez intéressant quand on observait le processus de lancement de l'Union pour la Méditerranée, c'est que dans une tradition bien française, l'État français veut travailler en accord avec sa société civile, puisque la France a une conception de la société civile qui est très, très différente de la conception anglaise, anglo-saxonne au sens large. La société civile n'est pas un contrepoids, finalement, c'est quelque chose qui participe de l'État. Et donc, quand j'entends la mission méditerranéenne s'exprimer au nom de la société civile, moi, ça me fait bizarre. Moi, personnellement, ça me fait bizarre, parce que c'est une mission qui est une mission auprès de l'Élysée, qui parle au nom de l'Élysée, dont tous les membres ont été nommés par le président, si je me trompe. Et donc, on n'est pas du tout dans une ambiance spécialement d'une société civile qui est en train d'avancer ses projets les plus fous dans une liberté totale. On est plutôt dans une ambiance de mise en ordre d'un certain nombre de projets qui remontent et de tri, finalement, des projets qui remontent de la société civile. Je ne dis pas du tout que ce soit fait avec une mauvaise intention, mais simplement, on n'est pas dans un contexte de libération où on fait travailler la société civile en se disant que ça va avancer mieux. En réalité, l'État, encore une fois, garde la main sur ce processus. Et ça, c'était très frappant au moment du montage du sommet de l'Union pour la Méditerranée, où moi j'ai assisté à pas mal de réunions de préparation à Paris, dans différents ministères, et où il y avait un appel lancé par les ministères à tous les acteurs de la société civile à faire remonter des projets, parce qu'il fallait présenter des projets au sommet de l'Union. Et donc, on avait toute cette espèce de travail de remontée, de tri, et puis ensuite, c'est finalement l'équipe méditerranéenne de l'Élysée qui présente les projets au nom de la société civile. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que la société civile se sent impliquée ou libérée ou non, mais moi, je trouve qu'il y a une vraie ambiguïté sur cette manière de travailler avec la société civile.
ayant bien enfoncé ce clou, je voulais parler, après le retour des nationalismes, sur cette idée de la déstructuration du système international, d'évidemment la revendication d'un système plus équilibré, puisqu'on a un désir de participation du Sud qui jusqu'ici n'avait pas été acté. Le problème, c'est que la motivation au Sud, elle est assez fluctuante dans la mesure où elle est quand même exprimée par les États, et où finalement, les États n'ont pas forcément intérêt, eux, à avoir la décision. C'est-à-dire que gérer le processus de Barcelone, c'est aussi quelque chose de très lourd. Trouver des projets qui fonctionnent, c'est aussi très compliqué. Si pendant si longtemps, on n'a pas réussi à dépenser l'argent qu'on dépensait en Méditerranée, c'est en réalité parce qu'on a énormément de mal à identifier les bons projets et ensuite à dépenser l'argent de manière rationnelle. Donc ça n'a pas été si simple d'arriver à avoir des interlocuteurs avec qui on parlait le même langage des deux côtés de la Méditerranée. On a évidemment une grande difficulté au nord à déverrouiller, malgré les déclarations d'intention. Ça, je pense qu'on le voit assez bien sur la coprésidence de l'Union pour la Méditerranée. Évidemment, les Français n'ont pas du tout envie de lâcher la coprésidence. Donc, éventuellement, on peut utiliser le coprésident partenaire du Sud comme un point d'appui pour batailler, pour garder la coprésidence au nord ou pour négocier la coprésidence au nord avec un État qui est l'État qui prendrait naturellement le relais, puisque c'est le deuxième État méditerranéiste en chef, qui est l'Espagne. Finalement, tout ça se résout plutôt avec des petits arrangements clientélistes pour attraper les partenaires. C'est-à-dire qu'au moment du montage du sommet, c'était assez fascinant de voir la manière dont l'ambassadeur Leroy, qui devait faire en sorte que tout le monde soit autour de la table, a passé des mois et des mois à faire la tournée des pays un par un, en essayant de les faire venir tous. Et il fallait trouver un petit cadeau pour chacun, finalement. J'ai notamment décrit le processus sur la Turquie. Je devais faire un papier sur la participation ou non de la Turquie à l'UPM, et la Turquie, jusqu'au dernier moment, a marchandé sa participation, et puis finalement, elle l'a fait en échange d'un entretien qu'a eu Erdogan avec Sarkozy, alors que jusqu'à présent, Sarkozy ne voulait pas le rencontrer, en échange de la mention dans une note de bas de page de la déclaration du sommet, de la médiation entre les Syriens et les Israéliens, donc en échange d'un certain nombre de petits cadeaux qui étaient nécessaires pour venir figurer à la table. Troisième point problématique dans cette déstructuration du système, c'est évidemment la persistance d'une très forte conflictualité. Donc ça, je ne reviens pas là-dessus parce qu'on en a beaucoup parlé. Juste pour signaler que le conflit irakien a quand même fait tache d'huile au Moyen-Orient et qu'à mon sens, on a aujourd'hui pratiquement une ceinture d'États faillis, de ce qu'on dit joliment en anglais des failed states, qui est en train de s'installer au Proche-Orient. Et que ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas du tout négliger pour arriver à faire fonctionner des coopérations à l'avenir. Ça va devenir de plus en plus compliqué. Donc quand, par exemple, on nous dit hier que le Liban se propose d'accueillir tel projet, je me demande toujours avec qui on discute au Liban. Et ça va devenir une question de plus en plus compliquée à régler. Alors évidemment, cette conflictualité, aujourd'hui, elle mine directement tous les efforts pour faire fonctionner l'Union pour la Méditerranée, puisque vous savez que pratiquement toutes les réunions ont été annulées, qu'on a hypothétiquement un sommet qui pourrait avoir lieu le 21 novembre, mais que, ironie de l'histoire, alors qu'on avait dit au départ qu'il fallait dissocier le politique du pratique et qu'on avait dit qu'il fallait surtout que le conflit israélo-palestinien ne soit pas du tout traité dans cette enceinte, on va transformer le sommet Euromède en sommet pour la paix et inviter Barack Obama parce qu'il faut le coupler avec le déblocage de la négociation israélo-palestinienne. Donc on fait exactement le contraire de ce qu'on avait annoncé au départ. On est pris par l'urgence politique. Et puis, dernier point sur cette déstructuration du système international, les incertitudes du développement entre rente et crise. Donc, en Méditerranée, on a des économies qui sont quand même traditionnellement rentières. Aujourd'hui, on peut d'ailleurs considérer que l'aide européenne est aussi intégrée comme une forme de rente, comme toute aide publique. On a de nouveaux investisseurs cannibales en Méditerranée. On a beaucoup parlé des Chinois qui font peur à tout le monde. On ne comprend pas très bien s'ils ont un projet politique derrière leur projet économique. Tout le monde dit que non, mais finalement, il y a un moment où la présence se transforme en politique automatiquement. Et puis, on a un vrai problème aujourd'hui sur la faisabilité matérielle de l'EPM pour le financement. La Banque européenne d'investissement avait estimé à 200 milliards d'euros les besoins pour les 20 prochaines années. Et pour le moment, on est très très loin du total. Les bailleurs de fonds, en tout, ont mis peut-être, je ne sais pas, une vingtaine de milliards d'euros de promesses sur la table, mais on a le plus grand mal à boucler les projets un par un. En conclusion, est-ce que l'EPM, c'est la bonne méthode dans le mauvais contexte? Alors, petit point sur la méthode de l'Union pour la Méditerranée. On nous a aussi, je pense que ça a été dit plusieurs fois depuis hier, il fallait éviter le politique. Au résultat, on est torpillé par le politique. Il fallait essayer de faire du micro et d'en appeler à la société civile, mais ça se passe dans un contexte de retour des autoritarismes
et de désagrégation des États au nord. C'est-à-dire qu'on est pris entre ces deux pôles extrêmes. Donc on a une accentuation du chaos, une difficulté à travailler de façon structurée avec les acteurs. Il fallait aussi faire du concret. Mais aujourd'hui, quel est le concret qui est rassembleur en Méditerranée ? Alors, on a beaucoup parlé de l'énergie. Bon, l'environnement et l'énergie, traditionnellement, sont deux des domaines qui sont considérés comme étant suffisamment consensuels. En même temps, en soi, si on réfléchit à une échelle, pas de long terme, parce qu'évidemment, quand on réfléchit sur les énergies renouvelables, on réfléchit à très long terme. Si on réfléchit sur un terme micro, la Méditerranée est certes un lieu où développer l'énergie solaire ou éolienne a du sens, mais c'est aussi un lieu où il y a des ressources en hydrocarbures qui ne sont pas négligeables et où donc finalement il y a une incitation qui, sur le court terme, est assez faible pour travailler sur ces sujets. Sur l'environnement, alors évidemment, l'environnement c'est un sujet qui devient un vrai sujet urgent, stratégique en Méditerranée, avec le réchauffement climatique et la pression démographique, mais il se trouve que cette pression démographique, elle fait précisément qu'on a aussi des préoccupations humaines de vie des populations qui sont beaucoup plus pressantes que toutes les préoccupations environnementales. Dernier point de la méthode, faire de la géométrie variable. Alors ça, il est clair qu'on ne pourra pas faire autrement. C'est vraiment une question de souplesse. C'est la condition sine qua non aujourd'hui pour travailler en Méditerranée. Mais il ne faut pas dire que le partenariat Euromède ne faisait pas de géométrie variable auparavant. C'est-à-dire qu'on avait énormément de projets qui se faisaient à 4 partenaires, avec 2+2, Sud-Nord. On n'était pas systématiquement dans des vastes projets régionaux qui étaient bloqués. Deuxième point de conclusion, puisque j'ai parlé de bâtir la Méditerranée, quel est l'état de construction de la Méditerranée aujourd'hui ? Je pense que du point de vue des représentations et de la conscience collective, on a plutôt pas mal avancé en réalité. C'est-à-dire que je pense que c'est finalement une des retombées importante du projet Euromède, c'est qu'il a popularisé la Méditerranée, où il a mis l'idée de Méditerranée dans le paysage, y compris chez les partenaires méditerranéens du Sud et de l'Est, qui n'étaient pas forcément spontanément intéressés à cette identité méditerranéenne. Mais du point de vue politique, du point de vue militaire ou du point de vue économique, les avancées sont faibles. Y compris du point de vue économique, où le grand problème, c'est quand même le sud-sud en Méditerranée. Bon, ça marche, ok, en nord-sud, on a une polarisation sur l'Union européenne, mais on a de très faibles échanges entre les pays du sud de la Méditerranée. Et dernier point de cette conclusion, on a eu beaucoup d'allers-retours des politiques françaises et européennes. En fait, on fait à peu près toujours la même chose, mais on donne un label différent. Donc on est passé du partenariat Euromède à la politique de voisinage, à l'Union pour la Méditerranée. Donc à chaque fois, ça implique une espèce de mise à jour des logiciels de tous les participants. Mais finalement, sur le fond, ça ne bouge pas énormément. Mais ces allers-retours, au moins du discours, apparaissent parfois au Sud comme des espèces de caprices. Alors ça, je pense que les deux pays qui ont le mieux exprimé ça au moment du lancement de la politique de voisinage, notamment, étaient l'Algérie et l'Égypte. L'Algérie, qui a toujours un train de retard pour entrer dans les procédures Euromède, passe son temps à dénoncer la strate d'avant, en disant « Mais non, nous, on était déjà dans le partenariat Euromède, pourquoi vous voulez qu'on fasse le voisinage ?» Alors quand on met l'UPM, mais pourquoi est-ce que vous voulez qu'on fasse, à quoi ça sert l'UPM, alors que déjà on avait du mal à entrer dans la politique de voisinage. Donc ça commence toujours par une espèce de non. Et il y a comme ça une sorte de crise du consensus qui se produit à chaque fois qu'on reprend la main sur les politiques méditerranéennes et qu'on essaie de les changer et de les réformer. Or c'est une région où les décisions finalement ne peuvent être prises qu'au consensus, ou par la force. Donc aujourd'hui, peut-être qu'on a consolidé la conscience méditerranéenne, mais paradoxalement, ça a entraîné de nouvelles chamailleries. C'est-à-dire que le fait d'être plus proche et de travailler davantage ensemble a permis à des nouveaux dissensus et des nouvelles conflictualités éventuelles de s'exprimer. Je ne crois pas, dans ce contexte, que le conflit israélo-palestinien soit le seul coupable. Je pense que c'est pas une excuse, bien sûr, c'est ce qui bloque aujourd'hui concrètement l'Union pour la Méditerranée. Mais ça pourrait très bien être bloqué par la question de Chypre, par exemple. Les Turcs ont aussi commencé à faire des histoires sur le secrétariat de l'UPM. Il y a des tas le Sahara occidental, il y a des tas de conflits qui pourraient nous bloquer d'une autre manière le fonctionnement de l'Union pour la Méditerranée. Donc aujourd'hui, ce qui est important, c'est de laisser la poussière retomber, comme dans les bons westerns. Il faut laisser un peu les susceptibilités se calmer. Et puis il faut évidemment laisser, puisqu'on est dans un contexte de retour des États-nations, il faut aussi laisser la diplomatie bilatérale faire son travail à ce stade.
Et c'est là que je pense qu'il y a un vrai... je pense que c'est pas forcément très efficace d'annoncer un grand sommet pour la paix alors qu'on a des acteurs qui doivent travailler de façon extrêmement délicate sur la réconciliation israélo-palestinienne en coulisses, des acteurs entre qui la distribution des rôles n'est pas particulièrement claire ou simple à définir. Et je crois qu'on n'en est pas encore au stade, il faut à nouveau qu'on soit dans des grands affichages. Or, il se trouve que l'UPM, ça a été beaucoup, surtout depuis le début, de l'affichage. Ce sera tout.